Et bonjour à tous. Bienvenue pour bienvenue pour ce webinaire destiné au concours de professeur des écoles. Merci d'être présent. Alors aujourd'hui, ça va être un webinaire qui va être très spécial parce qu'aujourd'hui, on a mis en place, si vous voulez, des webinaires qui vont s'étaler sur 3 jours. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a un thème bien précis, il y en aura un autre demain et il y en aura un autre après-demain. Donc j'espère que vous serez nombreux. Le chat est activé. Bonjour à tous. Salut. N'hésitez pas à me parler un petit peu de vous, ce que vous faites aujourd'hui, quelle est votre situation. Essayez Voilà, le chat est actif. Bonjour à tous. Parlez de vous, hein. N'hésitez pas. J'ai vraiment envie que les autres élèves voient vraiment les autres élèves et voient ce que chacun fait, quelle est la situation de chacun. Donc, c'est important. De quel domaine est-ce que vous êtes, si vous êtes en poste, si vous êtes en recherche d'emploi. Voilà, c'est important qu'il y en ait pour tout le monde. Donc là, c'est un webinaire qui va durer une petite heure. OK. On va d'abord parler du métier de professeur des écoles. Donc, je vois que le chat est actif, hein. Bonjour à tous. De Bretagne, super. OK. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vais y répondre pendant le webinaire et peut-être à la fin, un petit peu. Voilà, donc on va être assez interactif de ce côté-là. J'ai une petite chose à vous demander. Préparez un stylo et un bout de papier. C'est très important. Vous allez voir pourquoi. Bonjour à tous. Salut Franck, salut Sandrine, salut Renaud. On va pouvoir commencer. Merci d'être présent, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, le webinaire de la journée va être consacré à, bien sûr, le métier de professeur des écoles. Donc, encore une fois, ça va durer sur 3 jours, hein. Il y aura un webinaire aujourd'hui, un autre demain, un autre après-demain. Logiquement, à l'issue des 3 webinaires, vous saurez absolument tout sur le métier de professeur des écoles, sur la préparation, sur le financement. Donc là, votre projet va vraiment prendre forme à la fin de ces 3 webinaires-là. Donc, aujourd'hui, on va parler sur le métier de comment est-ce qu'on devient professeur des écoles près de chez vous. Alors, vous allez voir, je vais le préciser tout à l'heure, mais ça, c'est l'un des objectifs de PSO, hein, c'est vraiment de maximiser la reconversion de nos futurs professeurs des écoles. Et une bonne reconversion est une reconversion qui se situe à côté de la maison, en tout cas au plus proche. Demain, ça va être consacré à la réussite au concours du premier coup. D'accord? Nous, au PSO, on va être beaucoup axé sur maximiser les résultats afin que vous puissiez être affecté dans le premier tiers des admis et ainsi avoir une affectation, en tout cas au plus proche de celle que vous avez choisie. Et le troisième webinaire sera destiné justement au niveau du financement de la préparation et toutes les méthodes que vous pouvez bien sûr utiliser. OK. Ah, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de domaines assez différents. Voilà, c'est intéressant. Vous voyez, comme quoi il y a beaucoup de profils. Ça, c'est super intéressant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître en vous. Merci beaucoup de répondre sur le chat. On se présente rapidement. UPSO, on a un organisme de préparation orienté surtout sur les métiers en tension, donc les métiers qu'on considère comme utiles à l'emploi. Ça fait 10 ans qu'on est très actif sur le marché de l'emploi, hein, surtout sur les métiers en tension. Le but du jeu, c'est vraiment d'aider nos élèves à garantir leur reconversion dans des domaines ou dans les métiers qu'ils ont choisis. Voilà. Je mets cette note de Trustpilot, c'est important parce que du coup, ça prouve que notre accompagnement, notre école est gage quand même de qualité, hein. Je vois les avis Trustpilot, hein. On a plus de 1000 avis Trustpilot et Google, donc ça veut dire qu'on est quand même plébiscité par nos élèves, donc c'est important d'avoir les retours de nos élèves et ça prouve que du coup, c'est un système qui fonctionne et on est très heureux. Par rapport au concours de professeurs des écoles, comme je vous disais, nous, ce qu'on vise, c'est le haut du classement, parce que vous allez voir, c'est ce qui va déterminer votre affectation. Petite information au niveau des taux de réussite. L'an dernier, le concours a été réussi à 35%. Ça, c'est le niveau national du concours. Voilà, c'est un concours qui se prépare, hein, c'est bien la preuve que c'est un concours qui n'est pas facile du tout. Nous, chez PSO, on était aux alentours des 78% de réussite au concours. Voilà, donc c'était une année qui était plutôt satisfaisante. On en est très content. Petite information, pour être éligible au concours, il faut respecter plusieurs critères d'éligibilité. Le critère externe, où il faut avoir un bac+5 ou être parent de 3 enfants.
le second concours interne pour les élèves qui ont un bac+3 et qui ont travaillé dans la fonction publique depuis 3 ans, et le troisième concours pour ceux qui ont 5 ans de vie active dans le privé. Si vous correspondez à l'un de ces trois voies-là, vous êtes éligible au concours. Il y a maintenant le concours réformé, d'accord, qui aura lieu donc l'année prochaine à partir de cette année, pardon, parce qu'on est déjà en 2026, qui sera celui-ci réservé aux élèves qui ont un bac+3. Voilà. Petite information, plus de 9 élèves sur 10 chez nous ont une note supérieure à la moyenne nationale, ce qui fait qu'au niveau des affectations, EPSO a eu d'excellents résultats et vous allez comprendre pourquoi. D'un point de vue du projet, alors justement, là tout à l'heure, je vous avais dit de prendre un papier et un crayon. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce que vous aimeriez devenir maîtresse d'école, vous tous? Quelle est la principale raison? C'est trouver du sens, trouver un équilibre entre la vie professionnelle, la vie perso. Est-ce que vous cherchez un métier stable? Est-ce que vous cherchez à rentrer dans le domaine et à évoluer dans ce métier-là? C'est quoi votre principale motivation pour faire ce métier? C'est très importante. Vous allez voir. Transmettre, trouver un métier qui a du sens. Ouais, j'entends beaucoup ça. Transmettre, Clotilde, carrément. Ouais. Renaud, donc vous, c'est le 1 et le 3. Trouver un métier qui a du sens, un métier stable, du sens. Ouais, et ben, je suis d'accord avec vous. C'est souvent les trois premiers choix. Trouver un métier qui a du sens et un métier avec un équilibre vie pro, vie perso, un métier stable. OK, donc ça, vous le notez. Sur votre papier, vous mettez choix 1, 2, 3 ou 4. Et vous savez quoi? Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent j'ose pas me lancer, pourtant j'en ai très envie. Bah oui, vous savez, on y pense depuis longtemps, c'est un métier passion, on y réfléchit, mais on se dit mais pourquoi pas moi? Ça réussit autour de moi, mais moi j'en ai envie, mais j'ose pas me lancer. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la plupart des gens ne se lancent pas? Eh ben, moi j'ai identifié certaines raisons. C'est souvent, voilà, parfait. Bah oui, Karine, c'est exactement ça, la peur de l'échec. D'accord? Ou bien même la peur du concours. J'ai peur de ne pas avoir les bases. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école, je suis en reconversion, enfin voilà, j'ai tout perdu. Donc du coup, ça va être compliqué, en tout cas, de retrouver les bases, repartir sur des études. Voilà, par quoi je commence. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est l'un des premiers critères. Ne pas avoir les bases, quitter l'école depuis longtemps. Donc en gros, la peur de l'échec, ça c'est tout à fait naturel. Deuxième raison, l'affectation. Souvent, on me dit, bah, moi j'ai peur de passer mon concours et d'être affecté trop loin. Voilà, j'habite, je sais pas, dans la région de Marseille, où j'ai acheté une maison et puis du coup, j'ai pas déménagé. Et puis du coup, j'ai des enfants, ils sont à l'école. Hors de question que je déménage. Bah oui, bien sûr. Ça aussi, c'est une question qui est très importante. Troisième crainte, bah, quand je serai maîtresse d'école, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais gérer les parents? Comment je vais assurer ma classe? Parce que j'ai souvent peur d'être dépassé par la classe. Donc, c'est souvent le métier en lui-même qui peut aussi poser question. D'accord? Et vous allez voir qu'on a quand même des moyens pour y répondre. J'espère que vous avez toujours votre crayon et votre papier. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous notiez, vous, laquelle parmi ces trois inquiétudes vous pose question. Est très importante. Alors, vous en avez aussi peut-être une quatrième ou une cinquième. Bah, c'est intéressant justement de le notifier pour que tous les élèves puissent se rendre compte également des inquiétudes de tout le monde. Et vous allez voir que c'est souvent les mêmes. Ouais, Sandrine, c'est vrai que le taux de réussite en reconversion fait souvent peur, mais vous savez, les gens qui sont en reconversion du concours CRPE ont tendance à se diriger pour la plupart auprès d'une préparation de concours. Généralement, quand vous faites une préparation de concours, vous avez un taux de réussite qui est largement au-dessus de la moyenne générale. Parce que les trois quarts des gens qui passent le concours, ils vont sans préparation. La rémunération, Emmanuel, vous avez raison, on va en parler juste après. Qu'est-ce que je peux gagner à devenir professeur des écoles? Voilà, j'ai une vie aujourd'hui, quand je serai maîtresse d'école, quel avantage est-ce que ça pourra m'apporter? Eh bien, comme noté sur le chat, vous avez raison, dans un premier temps, le sens. Le sens, c'est quand même l'élément qui est beaucoup revenu. D'accord?
notre fonction, s'occuper des générations futures. Voilà, ce que je leur apporte aujourd'hui va leur servir demain. Vous voyez, j'ai un rôle central dans la classe. Je gère ma classe, c'est moi qui transmets les notions, les informations. On me regarde, on m'écoute, c'est un métier qui est valorisant, surtout lorsque les élèves apprennent grâce à vous. Ça, c'est très fort. Ça, c'est un métier qui apporte du sens. Là, vous faites vraiment quelque chose de sensé. Les faire grandir pas à pas, d'accord ? Leur apprendre à évoluer, à grandir et à les faire passer à la classe supérieure. Donc, vous avez aussi un rôle, vous, dans leur éducation. Non seulement les parents, bien sûr, mais vous-même dans la classe. Vous les éduquez. Une quête de sens personnel, bien sûr. Vous allez voir que la plupart des professeurs des écoles ont des valeurs qui leur sont très propres. Et vous allez voir, il y a des qualités aussi à obtenir, mais aussi des valeurs. Est-ce que le métier que je fais est en lien avec mes valeurs de transmission, d'aide, d'écoute? 2, un épanouissement. Travailler avec des enfants, voilà, public spontané, innocent, vous avez des questions qui vont vous dérouter quelquefois. Voilà, ça c'est les joies du métier, c'est le bonheur du métier. Moins de charge mentale. Oui, parce que du coup, la petite enfance, les enfants très petits, voilà, c'est quelquefois, ça peut mettre une petite charge mentale, en effet. Là, vous êtes sur des enfants maternelle, primaire, qui sont en train de grandir, donc c'est un peu plus gérable. Une fibre émotionnelle très forte. Oui, parce qu'on a envie de se transmettre. Souvent, lorsqu'on est professeur des écoles, on va chercher le contact avec les enfants. C'est beaucoup les questions que j'ai. J'ai beaucoup de maîtresses qui me disent « j'hésite entre être maîtresse en primaire et maternelle ou en collège-lycée ». Collège-lycée, on n'est pas du tout sur le même type d'accompagnement. Vous savez, c'est souvent des élèves qui sont adolescents. Quand on est adolescent, on a plutôt tendance à vouloir plutôt s'éloigner de l'adulte. Vous voyez, on a envie de s'émanciper, on a envie de grandir. Donc, ce n'est pas le même type de relation. Quand on est primaire et maternelle, on cherche le contact avec l'adulte. Vous voyez, souvent, nos professeurs sont c'est comme une deuxième maman ou un deuxième papa. Donc, on essaie de le contact. Donc, c'est des relations qui sont bien plus fusionnelles, bien plus fortes. Troisième, ce que je vais chercher, c'est une qualité de vie. Oui, quand on est professeur des écoles, vous travaillez 4 jours par semaine. Vous avez les mercredis, vous avez les week-ends, vous avez les vacances scolaires, évidemment, donc plus de temps pour soi, plus de temps pour ses proches, plus de temps avec ses enfants. Ça, ce sont vraiment les 3 raisons principales pour lesquelles les gens ont généralement envie de faire son métier. Bien sûr, il y en a d'autres. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans également? Oui, beaucoup. Eh bien, génial. Le mercredi, Karine, pour l'instant. Ok, bon, génial. Bon, comme quoi, on est tous d'accord, ça fait plaisir. Alors, très important. Ok, ouais, chaque fois. Nickel. Quand on est maîtresse d'école, quand même, ça nous enlève pas mal de soucis et pas mal d'épines dans le pied. Du coup, quand je serai maîtresse d'école, j'aurai plus à craindre de ne plus voir mes enfants, parce que du coup, j'aurai bien sûr une activité qui sera en lien avec une vie familiale. Plus peur de perdre mon travail. Alors, c'est peut-être une crainte qui peut sembler comme ça un peu curieuse, mais oui, il y a des gens qui ont peur de quitter leur travail. Il y a des gens qui ont vécu de licenciements économiques, que ça a un peu traumatisé, qui se disent, voilà, je veux rentrer dans un métier de la fonction publique où là, je suis sécurisé, ça me sécurise. Et dans la fonction publique, vous ne pouvez pas être licencié. Voilà. Donc, votre travail, si vous décidez de rester maîtresse d'école ou maître d'école, vous serez maître et maîtresse d'école jusqu'à la fin de votre carrière si vous le souhaitez. Subir une hiérarchie, les patrons, les machins, il n'y a pas tellement ça. Le seul niveau hiérarchique que vous pouvez avoir, on va être sur une directrice d'école. Mais souvent, une directrice d'école, elle est aussi maîtresse en parallèle. Donc, on est plus sur une sorte de collaboration entre 2 collègues plutôt que sur un rapport hiérarchique. D'accord? Et en effet, comme dit tout à l'heure, j'aurais plus à craindre de faire un métier qui n'a pas de sens. Vous voyez, ça fait 20 ans que je bosse en banque. Voilà, j'ai une vision commerciale de mon travail. Tous les mois, il faut recommencer à faire les mêmes choses. Je commence à voir les êtres humains comme un chiffre sur un tableau Excel. Il n'y a plus de sens, ça ne sert plus à rien, j'ai plus l'envie. Voilà. Donc, c'est souvent des gens qui changent de métier, qui se reconvertissent vers des métiers dans le social, l'éducation, l'enseignement, parce qu'ils veulent chercher ce sens-là. Vous voyez? Et ce métier de maîtresse d'école, de prof d'école, va justement grandement vous l'apporter.
Alors, pourquoi changer maintenant? Pourquoi en ce moment? Le métier de professeur des écoles est un métier qui est en tension. Ça veut dire qu'il y a énormément de postes. Alors, chaque académie, vous allez voir, a différents besoins, mais il y a besoin d'enseignants. Et chaque année de manière croissante. Même si on entend qu'il y a des écoles qui ferment, oui, mais c'est justement parce que justement, ça manque d'enseignants. Vous voyez? Si demain il y a des enseignants, si demain il y a la place, si demain il y a de la réussite au concours, vous allez voir que la courbe va vraiment augmenter. D'accord? Donc, c'est une société qui a besoin de professeurs des écoles. D'accord? Donc, c'est un métier qui a de l'avenir. C'est un métier qui a beaucoup souffert ces derniers temps, d'accord? Notamment à cause de certaines coupes budgétaires. Vous voyez, il y a eu une sorte de fuite en avant dans ce métier-là, des profils qui étaient plus intéressés, qui avaient peur de se retrouver avec une classe de 50 000 élèves, de devoir gérer plein de problèmes. Voilà, la rémunération, ça faisait partie vraiment des grosses inquiétudes. Et maintenant, c'est en train de changer. Il y a de gros efforts qui ont été faits. Il y a de belles choses qui vont arriver. Donc là, il faut y croire. Là, vous êtes vraiment dans une voie superbe. Donc, allez-y. Est-ce que vous avez vraiment envie? Ça, c'est une vraie question que je pose. Pourquoi changer maintenant? C'est est-ce que vous avez vraiment envie d'être professeur des écoles? Quel avantage est-ce que ça pourrait vous procurer dans votre quotidien? Quel changement est-ce que vous pourriez voir tout de suite? Là, demain, vous êtes maîtresse d'école. En quoi est-ce que votre quotidien serait mieux? En quoi est-ce que vous vous sentiriez mieux? Je prends l'exemple d'Eric. Ça fait 10 ans que je suis en banque, comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. 10 ans que je suis en banque, ça fait 3 ans que j'ai envie de changer, mais j'ose pas franchir le pas. Ça fait 3 ans qu'on a envie de changer, 10 ans qu'il est dans la même boîte. Et bien, 3 ans, ça commence à faire longtemps. Donc, ça veut dire que dans son quotidien, bah, lui, il y va parce qu'il y va. C'est un petit peu son habitude. On est dans une sorte d'inconfort, mais d'un inconfort connu. Donc, quelque part, ça nous rassure dans notre inconfort. Vous voyez. Deuxième exemple, je prends l'exemple de Marilyn. Ben voilà, je suis chez France Travail je suis en conversion depuis 2 ans chez France Travail. Je m'occupe beaucoup de mes enfants, je veux retrouver un métier, mais en adéquation avec une vie de famille. Vous voyez? Et le fait de passer du temps avec mes enfants a mis justement en lumière cette volonté de devenir maîtresse d'école. J'ai beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui sont professeurs des écoles, qui ont leur vocation qui est apparue pendant le Covid. Vous savez, pendant le Covid, bah, il y avait beaucoup de maîtresses, beaucoup de mamans et beaucoup de papas qui étaient à la maison, bah, qui faisaient les leçons à la maison avec leurs enfants. Ils se sont dit, mais c'est bon, ça y est, il se passe quelque chose. J'ai envie de le faire. J'ai envie d'y aller. Vous voyez? Donc, prenez toujours un petit instant et dites-vous, pourquoi est-ce que je veux changer maintenant? Et si je change maintenant, quel avantage est-ce que ça va me donner demain? Et en quoi est-ce que ça va changer ma vie? Ça, c'est très important. Notez-le également sur votre papier. Pourquoi est-ce que je souhaiterais changer maintenant? Ouais, bah voilà, il y a Karine qui me dit j'aurais au moins envie de me lever le matin. Je vous le souhaite. Ok. Léa qui me dit j'ai peur de ne pas me reconnaître dans le métier de maîtresse d'école, de devoir endosser un personnage qui ne me correspond pas. J'appréhende aussi le rapport aux autres enseignants, notamment dans les temps informels comme la pause de midi que je trouve fatigant. J'ai l'impression qu'il existe une norme implicite du bon professeur des écoles donnant le sentiment qu'il faut toujours se montrer sûr de soi, engagé, presque parfait, ce qui me met mal à l'aise. Ça, je comprends tout à fait ce que vous dites, Léa, mais croyez-moi, il n'y a pas de profil type de maîtresse d'école. Chaque maîtresse d'école a son parcours, son profil, ses forces et ses faiblesses. Venez comme vous êtes. C'est justement un métier dans lequel vous n'êtes pas jugé. C'est justement un métier dans lequel vous avez la possibilité de pouvoir laisser libre cours à votre créativité, créer vos séquences de classe comme vous l'entendez, à votre manière imparfaite. On ne vous demande pas d'être parfait. Ce qu'on vous demande, c'est de croire en vous et de transmettre ces valeurs-là et cet amour du métier que vous avez à votre classe. Et croyez-moi, les autres enseignants, ils vont le voir. Une maîtresse qui est motivée, une maîtresse qui est passionnée, ben, croyez-moi, on a envie de l'épauler, on a envie de l'aider. Donc ne regardez pas ce qu'en pensent les autres, cherchez à vous ce que ça vous procure, vous, d'être maîtresse d'école. En quoi est-ce que ça vous correspond, vous? Maya, vous parlez du public, mais est-ce possible de pourvoir ce webinaire pour l'enseignement catholique? Alors,
faut savoir que le concours privé et public, ce sont les mêmes épreuves. C'est juste qu'il faudra passer le concours, il faudra s'inscrire au concours privé. En gros, le choix du concours, vous le faites au moment de l'inscription sur Cyclades. Okay, c'est les mêmes épreuves, ce sont les mêmes attendus, sauf que ce n'est pas du tout la même manière de pouvoir y intégrer. Le concours privé, il faut obtenir ce qu'on appelle un préaccord collégial. D'accord ? Pour des questions plus précises, pour des profils qui ont des doutes par rapport à ça, pour les gens qui ne sont pas encore inscrits chez UPSO, hein, d'accord ? Prenez rendez-vous avec les conseillers et nous, on pourra vraiment vous donner des informations très précises sur comment accéder au métier au concours privé, la distinction avec le concours public, avantages, inconvénients, employabilité, etc., etc. On saura vraiment vous donner des billes de ce côté-là, donc ne vous inquiétez pas. Pour les cas très précis, prenez rendez-vous avec UPSO, vous allez voir, ça va bien se passer, vous allez pouvoir bloquer des petits créneaux en visio, et moi, je pourrais vous expliquer tout ça en vous partageant des éléments, vous allez voir, ça va vraiment vous plaire. Question très importante. Est-ce que ce métier est fait pour moi? Pareil, là, prenez votre crayon et un stylo. Alors, pourquoi est-ce que ce métier est fait pour moi? Est-ce que j'ai le profil? Est-ce que j'ai les qualités pour? Ce que j'aimerais, c'est que vous preniez votre crayon et que vous notiez justement les qualités que vous avez, voir si vraiment ça vous correspond. Est-ce que je suis quelqu'un qui est à l'écoute? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime écouter les autres? Est-ce que je suis quelqu'un de pédagogue? Est-ce que je suis quelqu'un qui prend en compte son public et qui essaie de transmettre des choses, de le restituer en prenant en compte le profil du public qu'il a en face de lui? Est-ce que je suis quelqu'un qui est plutôt tourné vers les autres? Est-ce que le bien-être des autres, est-ce que l'état des autres, moi, me parle, m'inquiète, m'intéresse? Est-ce que je suis quelqu'un qui est organisé dans mes tâches? Est-ce que je suis quelqu'un qui sait quoi faire, qui sait comment gérer son temps, potentiellement sa classe? Bien sûr, est-ce que je suis quelqu'un d'empathique? Est-ce que je peux me mettre à la place du public que j'ai en face de moi, à la place d'un élève, à la place d'un parent? Et est-ce que je suis quelqu'un qui peut être aussi multitâche? Est-ce que je suis quelqu'un qui peut cumuler plusieurs casquettes? Essayez de répondre à ces questions-là. Notez-les. Ce sera intéressant de voir ce que vous allez mettre. Sabrina qui me dit 25 ans de pharmacie à l'écoute, je confirme. Je pense que oui, 25 ans de pharmacie, oui, ça je veux bien l'entendre. Ouais, Violette, c'est tout à fait ça. L'inscription au concours est au mois de novembre de l'année précédente. C'est exactement ça. Ok. Eh bien, super, Karine. Si vous avez toutes ces qualités-là, go, hein. Attendez pas. Le salaire, c'était une question qui a été posée tout à l'heure. Quand vous avez le concours de professeur des écoles, vous êtes tout d'abord ce qu'on appelle professeur des écoles stagiaires pendant 1 an. Ça, c'est pour le concours classique. La première année, vous êtes rémunéré à 1 800 € la première année de stage. D'accord? Je rappelle que l'année de stage, c'est une année où vous êtes une partie du temps avec une maîtresse sur le terrain, en binôme, et l'autre partie du temps dans un INSPE. Un INSPE, c'est un Institut national supérieur du professorat des écoles, d'accord, qui vous donne, en gros, c'est une sorte de fac, ok. Et à la fin de cette année de stage-là, vous êtes professeur des écoles titulaires. Quand vous êtes professeur des écoles titulaires, vous êtes rémunéré à partir de 2 000 € bruts, d'accord. S'ajoute à ce montant-là, parce que du coup, ça également, ça a été aussi récent, l'Éducation nationale a mis en place un système de reprise de vos années d'ancienneté, qui sont calculées aux 2/3. D'accord? Et en fonction de ce calcul de vos années d'ancienneté, vous allez intégrer un échelon. Donc, dans l'Éducation nationale, les salaires sont fixés de cette manière. Chaque échelon correspond à une grille de salaire. Voilà. Et vous gravissez les échelons au fur et à mesure de votre ancienneté. Et quand vous êtes professeur des écoles, vous avez régulièrement des inspections académiques qui veillent à votre progression. Et en fonction de votre progression, vous pouvez en effet gravir les échelons. Il y a aussi des revenus et des salaires qui sont calculés en fonction du type d'école dans lesquelles vous serez affecté. Si c'est du système hors classe, classe exceptionnelle,
Voilà, il y a quand même pas mal de particularités. Pour le concours réformé, quand vous avez le concours de la L3, vous partez non pas sur 1 an, mais sur 2 ans de stage. Première année rémunérée à 1 400 €. Deuxième année rémunérée à 1 800. Et après votre prise de poste en titulaire, le même système. Voilà. Myriam qui me pose la question, j'ai un master hors MEF, je suis éligible au concours externe ou réformé. Vous êtes éligible aux deux, Myriam, parce que vous avez un bac plus 3 plus un bac plus 5. Vous êtes éligible aux deux concours. Alors, Olivia qui me pose la question, pardon, mais je ne comprends pas la différence entre les deux concours. Vous avez le concours classique, normal, accessible, avec un bac plus 5, accessible avec un bac plus 3 ans de fonction publique, et accessible avec 5 ans de vie active. Il y a le concours réformé maintenant, qui rend le concours accessible à partir d'un bac plus 3, d'une licence, peu importe le niveau, enfin, peu importe le domaine. D'accord? Ce ne sont pas les mêmes épreuves, et surtout pas le même cursus après le concours. Là, vous partez sur 2 ans. Encore une fois, si vous voulez plus de précision, prenez rendez-vous. Moi, j'expliquerai ça vraiment au cas par cas, de manière plus précise. Alors, très important, merci beaucoup pour la question. Qu'en est-il du gel du concours réformé pour faute de budget? Bon, je ne sais pas, je pense que vous avez dû le voir. Le budget n'a pas été voté, hein, enfin, en tout cas, a eu du mal à être voté dernièrement. Donc, du coup, on a entendu comme quoi ce serait gelé. Mais je pense que vous avez dû voir aussi que le 49.3 est passé. Donc, du coup, ce budget va être voté. Donc, a priori, ce sera. Enfin, ça n'a même pas été gelé, hein, ça a juste été mis en attente. Ça n'a même pas gelé, ça a été mis en attente. Donc, du coup, pour cette année, ce sera bien sûr, en tout cas, a priori, ça va être bien, bien effectif pour cette année, bien entendu. Alors, comment est-ce que je suis sûr qu'il y a un emploi à la clé? Eh ben, du coup, comme je vous le disais, c'est un métier en tension. Donc voilà, croyez-moi, il y a vraiment du boulot, hein, vraiment. On est parti faire un petit tour sur France Travail pour vous montrer, par exemple, un exemple de poste à pourvoir. Bon, bah, du coup, là, on a quand même choisi l'académie qui recrute le plus, hein. On a pris l'académie, je pense que c'est l'académie de Versailles ou de Créteil. On a pris l'académie. Pour ceux qui sont de la région parisienne, là, le Val d'Oise, c'est quoi? C'est dans quel département? C'est dans Créteil? C'est à Créteil ou Versailles, ça, au niveau de l'académie? Ouais, le concours a lieu au mois d'avril pour les écrits et au mois de juin pour les oraux, pour le concours classique. Pour le concours classique, c'est le fin mars, pardon, 30 et 31 mars, et les oraux, c'est mai-juin. Pour le concours de la réforme, c'est le 1er et le 2 avril. Voilà. Ok. Académie Créteil, merci Paola. Donc vous voyez, à l'Académie de Créteil, il y aurait à peu près 1110 postes de disponibles, d'accord, répartis sur plusieurs départements. Donc l'Académie de Créteil, je crois qu'il y a 3 départements. Donc vous voyez, ça veut dire que sur les départements, voilà, là, par exemple, si on prend l'exemple du Val d'Oise, vous avez plus de 260 postes à pourvoir. Bah, du coup, c'est la preuve que c'est vraiment une zone qui recrute énormément. Ça, c'est des chiffres officiels France Travail. Ça recrute à fond, à fond, à fond, à fond. Karine qui me parle de l'Académie de Nice. Eh ouais, l'Académie de Nice, c'est une académie qui recrute beaucoup et une académie qui réussit bien parce qu'elle est plutôt accessible avec que 2 départements, le Var et les Alpes-Maritimes. Ouais, super académie, l'Académie de Nice. Est-ce que c'est clair pour cette slide-là, hein? Voilà, là, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de postes. Vous voyez? À l'Académie de Marseille aussi, Sabrina, sauf que l'Académie de Marseille est un peu plus costaud. Vous avez plus de départements. Vous avez le Vaucluse, vous avez les Alpes-de-Provence, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône. Voilà, elle est un peu plus costaud. Ben voilà, regardez, je vous donne des petits exemples, des résultats par académie. J'ai vraiment envie de vous montrer quelque chose. Donc là, regardez le tableau que je vous ai montré. Ça, c'est les résultats par académie. Donc, colonne de gauche, l'académie. Après, vous avez la colonne des postes dans l'académie. Et regardez, le nombre d'inscrits et le nombre de présents au concours.
J'ai beaucoup d'élèves qui me disent ouais, mais du coup, il y a plein de gens qui sont inscrits, mais si j'y vais, bah, du coup, j'aurai peut-être moins de postes pour moi, peut-être qu'elle est trop difficile parce qu'il y a beaucoup d'inscrits. Si vous saviez le nombre de gens qui s'inscrivent au concours mais qui n'y vont pas, alors peu importe leur raison, hein, vous voyez, il y en a qui préfèrent passer le concours d'après ou l'année suivante ou qui ne peuvent pas se rendre au concours, peu importe la raison. Ce qu'il faut, c'est plutôt s'axer sur le nombre de présents au concours. D'accord? Donc, vous voyez le nombre de présents au concours qui sont là pour les épreuves écrites. Vous avez les résultats du nombre de gens qui sont admissibles, qui ont réussi les écrits. Et après, vous avez bien sûr le nombre de gens qui ont réussi les oraux, qui sont donc admis. Si on prend l'Académie de Rennes, on était sur un taux national de 23%. Si on prend l'Académie de Versailles, 75%. Le choix de l'académie est stratégique. Il y a des académies qui sont quand même beaucoup plus simples que d'autres. Une académie qui a beaucoup de besoins est une académie qui va avoir un système de notation relativement indulgent. L'académie qui a en besoin a tout intérêt à ce que les élèves réussissent le concours. Donc, le seuil des admissions, si on prend l'Académie de Versailles, c'est un seuil d'admission qui est extrêmement bas. D'accord? Une académie comme celle de Rennes, qui comporte beaucoup moins de postes, donc qui est un peu moins demandeuse, aura quant à elle des niveaux d'exigence, en tout cas des seuils d'admission, bien plus élevés. Vous voyez? Donc, il y a des académies qui sont quand même beaucoup plus simples que d'autres. Et oui, je confirme, Lali, c'est faible à 23%, bien sûr. Mais quand on regarde bien, les trois quarts des gens qui passent le concours, ils y vont sans prépa. Donc demain, vous en faites une, du coup, vous allez passer dans les taux de réussite qu'on avait vu en début d'interview, au début de vidéo, vous serez dans les 78% de réussite. Voilà. La préparation de PSO a quand même pour objectif de vous accompagner dans votre reconversion. On vous accompagne jusqu'à l'affectation. Chez PSO, on ne s'arrête pas au résultat du concours. Alors, le concours, c'est bien. Vous aurez votre concours, c'est bien. Chez PSO, on va travailler en préparation l'après. Où est-ce que vous serez affecté? À combien de kilomètres de chez vous? Est-ce que vous avez déjà toutes les notions de base qu'une maîtresse d'école doit pouvoir maîtriser? Parce que quand vous êtes professeur des écoles stagiaires, je vais vous dire quelque chose. Il y a des maîtresses d'école qui peuvent se retrouver toutes seules, sans binôme, pendant le stage. La préparation de PSO vous permet, au cas où vous vous retrouvez sans binôme, dès la prise de poste de stage, de savoir déjà comment créer une séquence, de savoir déjà comment animer une séquence de classe. Voilà comment est-ce qu'on travaille sur votre reconversion. Voilà comment est-ce qu'on vous accompagne. Au niveau de l'affectation, en 2025, il y a une statistique qui a montré que les 2 tiers des élèves qui passent le concours et qui l'ont obtenu sont envoyés trop loin de chez eux. Et ben nous, chez EPSO, l'an dernier, ce n'était pas ça. La majorité de nos apprenants, qui sont aujourd'hui enseignants, sont dans un établissement qui est dans leur zone, dans leur département. Et j'ai même envie de dire, plus tard, quand vous avez votre département, vous choisissez vos mouvements pour cibler l'affectation dans le département. Ça passe par les résultats. Ce sont les notes. Et vous allez voir, ça c'est même au prochain webinaire, on va vous montrer précisément comment est-ce qu'on accompagne nos élèves et comment faire en sorte que vous ayez les meilleurs résultats et les meilleures affectations. Est-ce que c'est trop tard pour le concours 2026? C'est pas trop tard, vous pouvez commencer le concours 2026, mais il faudra travailler énormément. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures pour 2026. Pour les élèves qui se disent, bon voilà, quand est-ce que je passe le concours cette année ou l'année d'après, pour ceux qui n'ont pas d'impératif de le passer cette année, mon conseil est plutôt de le passer l'année prochaine. Comme ça, vous allez pouvoir faire une préparation. Alors, commencez une préparation rapidement, mais au moins, vous allez pouvoir étaler le rythme de votre préparation sur l'ensemble de l'année jusqu'à l'année prochaine. Et croyez-moi, une préparation reposante, une préparation moins stressante, avec laquelle vous aurez plus de plaisir à la faire, vous aurez plus de certitude quant à la réussite du concours, bien évidemment. Donc, le plus tôt vous commencez, et mieux c'est. D'accord? Clotilde qui me dit, n'est-ce pas trop tard pour 2026 si on n'est pas inscrit au concours?
Les inscriptions, Clotilde, au concours, elles étaient l'année dernière, au mois d'octobre. Donc, si vous n'êtes pas inscrit l'an dernier, vous n'allez pas pouvoir passer votre concours cette année. Il faudra attendre la fin de l'année 2026 pour passer votre concours en 2027. C'était bien votre question, hein, Clotilde? 2027, Clotilde, oui. OK. OK, OK. Merci pour vos retours. Alors, oui, la vraie question, c'est quand même réussir votre conversion dans l'enseignement. OK? Comme je vous le disais tout à l'heure, il faudrait être dans le premier tiers. J'ai même envie de dire, voilà, être même dans le premier quart. Vous voyez? Parce que c'est ça qui va en gros vous apporter la garantie, même s'il n'y a pas de garantie à 100%, on ne va pas se mentir. OK? Mais c'est ce qui va quand même vous apporter une très forte probabilité d'être affecté près de chez vous. D'accord? Et pas n'importe où. Donc, le but de la préparation tend vers ça. L'objectif de PSO, c'est justement d'avoir et de vous apporter cette garantie-là, en tout cas de minimiser au maximum une affectation trop loin de la maison. Et vous allez voir qu'on a des armes et le moyen de le faire et qu'on a des résultats à la clé, bien entendu. Comment est-ce qu'on fait? Alors, on a vu aujourd'hui qu'il fallait passer à un concours, que la majorité des élèves qui viennent de chez nous, je prends l'exemple de PSO, mais voilà, qui vont devenir professeurs des écoles, seront affectés dans leur département. Il faut être affecté, avoir les meilleurs résultats possibles, être dans le haut du classement. Pour ça, OK. Pendant la préparation du concours, l'idée est quand même que vous puissiez vous préparer tranquillement, en alliant une vie active, en même temps, si vous pouvez, avec votre préparation. Quand vous serez maîtresse d'école, on vous a montré aussi que quand on est maîtresse d'école, ça vous apporte un certain confort de vie, un rythme de travail, des vacances scolaires, une vie de famille. En tout cas, c'est un métier avec lequel vous pouvez, en tout cas, allier ces avantages-là. Quand vous êtes maîtresse d'école, vous avez un métier quand même qui apporte quand même du sens. S'occuper de générations futures, d'avoir un rôle central, d'avoir vraiment du sens dans son métier. D'accord? Aujourd'hui, je veux un métier qui a du sens. Ce métier correspond à tout ça. Ça répond à tout ça, le métier de professeur des écoles. On a vu aussi, est-ce que ce métier est fait pour moi? Donc tout à l'heure, je vous ai demandé en gros d'écrire. Hein. Vous vous souvenez? Je vous ai demandé d'écrire. Est-ce que devenir professeur des écoles va donner du sens à ma vie professionnelle? Est-ce que c'est un métier dans lequel je serai épanoui et dans lequel je pourrais trouver, comment dire, dans lequel je pourrais trouver un équilibre entre une vie perso et une vie pro? Est-ce que c'est une carrière dans laquelle je me projette à long terme? Ça, vous devez aussi répondre à ces questions-là. Ouais, je vois qu'il y a encore pas mal de questions sur le chat. Ouais, je vois qu'il y en a qui sont en préparation chez nous. Je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver et qui ne sont pas encore en inscription chez nous. Une préparation de concours demande du temps. Ça, c'est sûr, je vois qu'on parle beaucoup de ça, d'emploi du temps, de timing, de contenu assez dense. Une préparation est dense. Il y a quand même beaucoup de programmes à maîtriser. Il y a quand même beaucoup de notions à apprendre. Il y a quand même beaucoup d'attentes du jury très spécifiques. Et ça, le but de la préparation, c'est bien sûr de pouvoir y répondre. Ça demande du temps. Voilà pourquoi mon conseil est toujours de commencer une préparation dès que possible. Le plus tôt sera le mieux. Alors que vous la commencez en 2026, j'ai envie de dire que là, c'est tout de suite. Mais en 2027 également. OK? Le plus tôt vous commencez, le moins de temps ça vous demandera de dégager dans votre semaine. Plus vous la prenez tard et plus on vous demandera d'augmenter, si vous voulez, le temps que vous allez y consacrer quotidiennement. Donc, pour éviter de se compliquer la vie, prenez une préparation en amont. Voilà, pour que ça se passe, beaucoup mieux. J'en profite pour répondre à des petites questions rapidement. Puis après, je vous laisse tranquille parce que du coup, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je vois que le chat a quand même. Ouais, je vois que ça parle de la préparation. Je vois que ça parle. Ok, je vois que ça parle de la préparation de PSO. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir été présent.
pour ceux qui sont sur le chat, merci d'interagir, c'est super sympa. Si vous voulez encore échanger avec les conseillers de PSO, si vous voulez avoir plus d'informations, comment dire, de renseignements perso, quant à votre profil, à votre projet, prenez rendez-vous encore une fois sur le petit lien qu'on vous envoie. C'est un rendez-vous en visio, vous voyez, comme ça je vous verrai vraiment, véritablement. Et je trouve que voilà, ça fait des échanges quand même beaucoup plus sympas. Je vous attends demain, même heure, d'accord, à 12h30. Cette fois-ci, on va parler de comment est-ce qu'on prépare nos élèves à UPSO. On va vous montrer comment est-ce qu'on va réussir ensemble. Donc, pour ceux qui ont participé au webinaire aujourd'hui, c'est la première étape. Demain, c'est la deuxième. Donc, j'espère que vous serez présents. J'espère que vous serez nombreux. J'espère que vous serez aussi actifs demain que vous l'avez été aujourd'hui. Voilà. OK. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été présent. Je vous souhaite une excellente journée. Bon appétit pour ceux qui dînent et pour ceux qui seront présents demain. Eh bien, à demain.